Salut à toutes et à tous, merci de regarder ce nouvel épisode de L'œil de Moumou, la chronique média de Mourad Guichard sur le média qui est, on le rappelle, diffusé sur YouTube, sur lemediatv.fr, notre site internet, et également sur le canal 165 de la Freebox 165. Passe le message à ton voisin. Salut Mourad. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à toi Théo. Alors on commence par un préambule, cette émission préparée aux petits oignons. Oui, mais parce que voilà, il faut toujours faire un petit retour sur information, ça fait partie du jeu, hein. C'est normal, et notamment, j'avais parlé de ballots de paille qui traversaient les routes dans les films de cow-boy et tout ce qui est Far West et compagnie. En fait, on m'a corrigé très justement par des spécialistes de la question qui m'ont rappelé que ce n'était pas des ballots de paille du tout, c'était ce qu'on appelle des virevoltants, et ce sont en fait une espèce d'amas d'herbes, herbes qui roulent littéralement dans la version anglaise, et donc voilà, je corrige avec bienveillance d'une part. Et puis d'autre part, j'avais parlé, étonnamment d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, j'avais parlé d'athlètes handicapés la semaine dernière à propos de la cérémonie de clôture où Macron sautait et disait qui ne saute pas n'est pas français devant des personnes en fauteuil roulant. Et en fait, non, évidemment, on ne parle pas d'athlètes handicapés, mais de personnes ou d'athlètes en situation de handicap. Et voilà, on me l'a aussi très aimablement fait remarquer, c'est tout à fait exact. Et c'est bizarre parce que je dis toujours en situation de handicap, et là, j'avais été peut-être un peu rapide dans mon analyse. L'autre chose, c'est pour finir sur ce préambule, c'est un coup de gueule. On nous a ressorti Chalgoumi, donc l'imam de Drancy, qui est censé représenter la communauté virtuelle musulmane en France et qui se retrouve de nouveau sur les plateaux. Alors là, il est sur Radio J. Alors Radio J, qui est une radio communautaire, que je ne confondrai pas avec radio communautariste, je mets une petite nuance, qui est celle d'Aziza. Et là, il va s'exprimer sur la fête de l'UMA. Chalgoumi s'exprimant sur la fête de l'UMA. Je vous laisse écouter, on en parle juste après. C'est triste de le dire, presque en France, il n'y a plus de limite. Depuis le 7 octobre, cette haine, elle monte d'une manière à l'aveugle, irresponsable, à regard et la vue de tout le monde. Cette fête, il n'y a rien de l'humanité dedans. On n'a pas entendu des condamnations ou des soutiens aux familles des otages qui souffrent jusqu'à aujourd'hui et qui attendent encore l'espoir de retour une partie de leur famille. On n'a pas entendu aussi de condamner les massacres de Hamas, aussi tenir des propos de mettre le coupable et le criminel et les victimes dans le même plateau. Ça, c'est pas l'humanité, il n'y a rien de l'humanité, c'est le déshonneur de l'humanité, d'une minorité avec eux antisémites de l'extrême gauche pour animer la haine, pour cultiver, en s'associant avec les islamistes aussi, parce qu'Elias aussi, il était là. Alors on passera sur les deux choses qui sont mises sur le même plateau. Bon, je ne veux pas le prendre sur le terrain de la diction. Je pense qu'il parle mieux le français que moi, je ne parle l'arabe, par exemple. Hein. Je reconnais ça. Simplement, il est régulièrement raillé sur les plateaux. Il est régulièrement raillé dans des sketchs et aussi sur les réseaux sociaux, notamment par les personnes de confession musulmane, parce qu'elles en ont un peu marre d'être... Et les personnes d'origine maghrébine, aussi en général, oui, plus généralement. Parce qu'elles en ont un peu marre d'avoir l'impression d'être représentées par ce personnage qui dit tout et n'importe quoi, qui n'y connaît rien. La fête de l'UMA, il y est sans doute jamais allé. Alors, on le traite souvent, alors je mets des guillemets, d'espèce de blédard qui aurait un peu forcé sur les antidépresseurs, hein, pour raconter un peu qu'il dit tout et n'importe quoi, qu'il n'a pas de notion politique, enfin, il ne mesure pas les enjeux, il vient quand on le sort du placard et qu'on vient lui faire dire ce qu'on attend de lui. Mais là, c'est sur la fête de l'UMA, quand il dit que la fête de l'UMA n'a rien d'humanité parce que les otages n'auraient pas été cités, les otages israéliens. Alors, je tiens d'abord à lui dire que c'est un mensonge, c'est un menteur, puisque j'y étais sur la fête de l'UMA pendant 48 heures. J'ai évidemment fait le tour des stands et évidemment on a parlé des otages. Mais alors ce qui peut peut-être le déranger, si tant est qu'il soit au courant, c'est qu'on a parlé de tous les otages, c'est-à-dire des otages israéliens et des otages palestiniens. Et donc ça fait la différence évidemment politiquement qu'il ne peut pas forcément capter. Et dire que la fête de l'humanité n'a rien d'humanité, enfin ou n'a rien d'humaine, c'est complètement dégueulasse, puisque la plupart des stands justement sont des stands de solidarité avec des peuples, avec des mouvements politiques qui se battent pour des mouvements de résistance, des mouvements d'émancipation, des mouvements progressistes et des mouvements de solidarité, des associations, des organisations de solidarité. Je pense en premier lieu, je ne prendrai que cet exemple-là, le Secours populaire qui œuvre, comme on le sait, pour justement qu'il y ait une solidarité en France, notamment vis-à-vis de ceux qui en ont le plus besoin. Donc voilà, cher Hassen Chalgoumi, je voulais vous dire en substance, et pour conclure là-dessus, vous pourrez faire tous les efforts que vous voulez, vous ne ferez jamais
jamais, jamais, jamais partie de la famille. Jamais. Donc, essayez de revenir un peu à la raison et essayez de vous faire un peu plus discret sur les sujets que vous ne maîtrisez absolument pas. Et c'est parti désormais pour les tops. Tu veux commencer par Azzedine Taibi, maire de Stein. Oui, Azzedine Taibi. Alors, félicitations, monsieur le maire. Donc, le maire alors, je crois qu'il est d'hiver gauche, parce que je ne suis pas sûr qu'il soit rattaché à un parti en particulier, mais le maire de Stein a fait condamner Georges William Goldnadel. Alors, Georges William Goldnadel, c'est un avocat, a priori, c'est un avocat. Je ne sais pas à quel moment il plaide, puisqu'on le retrouve tout le temps sur les plateaux ultra-droitiers et bollorisés de la télé. Et donc, il avait dit, alors, ouvrez les guillemets, visiter Stein, cité islamo-communiste, voilà, fastoche, c'est le fameux point Staline, capitale du séparatisme islamisé et de la médiocrité racialiste. La médiocrité racialiste. Donc, Goldnadel, avec sa morgue et son emphase, il a été condamné. Donc, c'est donc officiellement un repris de justice, un délinquant. Et je félicite donc Azzedine Taibi qui, sur les réseaux sociaux, on va voir la capture d'écran, s'est félicité évidemment et a publié un communiqué de la ville de Stein, puisqu'en crachant sur la ville de Stein, il crache également sur tous les habitants de Stein. Et c'est une bonne nouvelle. Alors, ton prochain top va à un journaliste, mais un journaliste presse écrite. Tu parles beaucoup d'audiovisuel, oui. Mais là, tu t'arrêtes sur, presse écrite, presse en ligne. C'est l'Informé, le site d'information, oui. L'Informé. Absolument, l'excellent site l'Informé qui travaille notamment sur l'actualité économique, alors économique au sens de transfert d'argent et d'argent caché. Et là, c'est Noah Moulinet que je voulais féliciter, donc qui nous révèle les liens qui unissent Caroline Fourest. On a beaucoup parlé de Caroline Fourest, on va encore malheureusement en parler tout à l'heure, mais avec Alain Terzian, qui est un producteur et qu'elle défend bec et ongle dans la fameuse affaire de remise en cause de MeToo, en disant que MeToo va trop loin et qu'on accuse à tort des gens et qu'on ne peut pas mettre sur le même plan le fait de se faire caresser la cuisse ou une agression sexuelle. Alors se faire caresser la cuisse, c'est quand même le début et c'est quand même révélateur de quelque chose de malsain. Donc voilà. Et elle le défend et on apprend qu'elle a touché une certaine somme d'argent. On est quand même sur 48 000 euros, je crois, qu'elle a touché pour un film qui n'est jamais paru. Il n'y a pas que Noah Moulinet que je souhaitais féliciter, puisque dans cette affaire de ce fameux bouquin anti-MeToo de Caroline Fourest, qui est archi présente sur l'ensemble des plateaux, ça devient vraiment problématique. Il y a aussi Faustine Kopievski, donc notre consoeur des Inrocks, qui a osé lire son bouquin dans son intégralité, en faire une critique tout à fait argumentée, donc je la félicite. Alors, je comprends sa douleur, puisque j'avais eu, pour les besoins d'un article, lu un livre de David Douillet, il y a quelques années de ça, et je sais que ça peut être excessivement pénible, excessivement douloureux. Donc, félicitations également à Faustine, et aussi à Juliette Serre de Télérama, qui a également fait le job à propos du déminage de ce que peut raconter comme bobard et comme approximation, voire contre-vérité, Caroline Fourest sur les plateaux et dans les studios. Alors, Jean-Michel Apathy, à tes honneurs aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est un top paradoxal, mais... Non, c'est un vrai top. C'est un vrai top. Jean-Michel Apathy, il est comme ça. C'est-à-dire qu'il a parfois des fulgurances. On peut le critiquer, parfois des légèretés, mais il a parfois des fulgurances. Et quand il est fulgurant, il ne le fait pas avec le dos de la cuillère. Et là, en l'occurrence, il a qualifié les attaques des services secrets israéliens, vous savez, avec l'histoire des beepers et puis des talkie-walkie. Il a correctement qualifié ces attaques. Je vous laisse l'écouter, on en parle juste après. On parle de prouesse technologique. Par exemple, ce matin, le Parisien parle d'une action déjà légendaire, une action exceptionnelle, titre Le Figaro. Parce que jamais vu. Un éditorial hier de Dov Alphon qui s'émerveillait devant la technologie. Nous sommes face à des attentats politiques de masse, des exécutions politiques de masse. Nous connaissions des exécutions politiques ciblées de dirigeants du Hamas, de terroristes, ça avait déjà existé. De masse et très cynique. Parce que quand on pirate les beepers, on ne sait pas, ceux qui font cela et qui déclenchent les explosions ne savent pas qui aura le beeper en main. Un membre du Hezbollah, quelqu'un d'autre, parce qu'il s'écoule un certain temps entre le piratage et l'explosion. Et si c'est le quelqu'un d'autre qui perd la vie, quelle importance? Les gens qui ont programmé cette opération ne savent pas où sera le porteur du beeper. Chez lui, tout seul? Et donc il mourra tout seul dans la rue. Et donc les gens autour risquent de mourir ou d'être blessés grièvement. On a vu des vidéos dans un magasin où le beeper est posé à côté d'une caisse et il explose. Et tout ce cynisme-là ne suscite chez nous en Occident, où chaque vie humaine est considérée comme importante, ne suscite aucune autre réaction que « bravo, quelle prouesse ». Alors, je précise, pour avoir lu, écouté un certain nombre d'intervenants sur cette question-là, des attaques des services secrets israéliens, qu'il y a une espèce de, comme ça, de légende
quasi urbaine qui court et qui laisserait penser que les services secrets israéliens sont les meilleurs du monde. En fait, pas du tout. C'est-à-dire que ce serait complètement étonnant que ce soit les meilleurs du monde, meilleurs que les Allemands, que les Américains, et ainsi de suite. En fait, d'ailleurs, faudra qu'on revienne un jour sur le 7 octobre et leur incompétence a priori, puisque je n'ai pas toutes les clés de ce moment, de leur incompétence à intervenir en amont de cette attaque. Mais je pense, de manière documentée, qu'en fait, c'est une armée et ce sont des services secrets qui, en fait, franchissent des Rubicons que ne franchissent pas les autres démocraties. Parce que les démocraties occidentales se mettent des limites, a priori, dans le fait de pouvoir intervenir de cette manière-là. Et là, eux, pas du tout. Alors, est-ce qu'on peut parler de terrorisme? Je vous laisse écouter l'amiral Jean-Louis Vichot. Les Israéliens ont-ils gardé une avance? On se rappelle que très longtemps, dans ce type de domaine-là, ils avaient une avance. Est-ce qu'elle est conservée? On en a ici l'illustration. On en a une illustration. Ne jamais oublier que la tradition de l'armée de Tsahal, de l'armée israélienne, est avant tout une tradition terroriste. Sa tradition, c'est la base de son fondement. Contrairement à nos armées, qui sont des armées qui ont été toujours dans la légalité, dans le domaine régalien, et Tsahal a commencé par être une organisation terroriste. Donc elle a cette innovation, cette recherche perpétuelle de déséquilibrer l'adversaire. Elle en a gardé une empreinte, dites-vous. Ah, c'est certain. Ouais. Je me rappelle avoir interviewé Yitzhak Shamir, qui avait pratiqué le terrorisme lui-même, Premier ministre israélien, qui avait été lui-même terroriste contre les Britanniques, et qui disait ça. Il y avait d'abord cette expérience première. Tout à fait. Alors, argumentaire, donc sur cette armée de tradition terroriste, en plus validée par Darius Rochebin, qui est quand même pas très enclin à chaque fois à aller dans ce sens-là. Donc, je trouve que c'est une démonstration assez brillante sur le fait que ça devrait poser un problème et que ça renvoie aux propos très justes, me semble-t-il, de Jean-Michel Apathy. Et on passe au flop désormais, Mourad. Absolument, on va rester sur cette question du terrorisme des services secrets et de l'armée israélienne. Alors c'est Robert Ménard. Je ne sais pas à quel titre, alors je ne suis pas le seul à me poser la question, je ne sais pas à quel titre il est invité sur les plateaux de télé. Il n'est que maire de Béziers, il ne représente pas de parti, donc je ne pige pas. Alors, a fortiori... il était patron de Reporters sans frontières, une grosse ONG internationale. Ça commence à dater un tout petit peu quand même, et puis justement son revirement pose question. Et Robert Ménard donc, est spécialiste en géostratégie, je ne savais pas, et lui applaudit, mais comme beaucoup d'autres, il applaudit cet acte terroriste à sa manière, sans rien maîtriser du sujet. Des appareils de transmission, des beepers, des talkie-walkie utilisés par des membres du Hezbollah ont explosé dans la banlieue sud de Beyrouth. Vendredi, il y a une nouvelle frappe de l'armée israélienne près de Beyrouth qui a visé 2 chefs militaires du Hezbollah, mais qui a fait aussi 45 morts. Est-ce que vous craignez un embrasement de la région? D'abord, je suis content. Content de quoi? De la raclée que Israël, parce qu'on ne va pas jouer sur les mots, enfin, je ne vois pas qui d'autre l'a fait, vient de faire au Hezbollah. Chaque année, dans ma ville, je ne sais pas si ça existe ailleurs, je commémore, vous savez, l'attentat du Drakkar. Vous vous rappelez, 1983. Je crois que c'est 56 ou 58 morts français. Le même jour, plus de 250 morts américains. Vous vous rappelez? Qui est derrière ça? Le Hezbollah et l'Iran, madame, comme vous le dites. Et vous croyez que je vais avoir une larme pour les gens du Hezbollah? Oui, j'ai vu qu'il y avait... Pour les terroristes du Hezbollah. Oui, les terroristes du Hezbollah. Est-ce que, bien sûr, je regrette, comme vous tous, j'ai vu qu'il y avait 2 enfants qui ont été tués et tout. Il y a beaucoup de blessés, beaucoup d'enfants. Mais attendez, les blessés, l'immense majorité, si j'en crois de vos confrères, c'est d'abord des gens, vous avez raison, précisons-le, des terroristes du Hezbollah. Bonne nouvelle. Et on continue avec Arthur, l'animateur et producteur Arthur, qui donne régulièrement de la voix sur ce qui se passe en Palestine et à Gaza en particulier. Oui, c'est un soutien de l'armée israélienne, c'est un soutien du gouvernement israélien, il ne s'en cache pas. Et pourtant, il est invité comme s'il était impartial sur ces questions-là. C'est toujours avec un ton mielleux, façon Caroline Fourest ou façon Enthoven, c'est-à-dire qu'il parle très tranquillement, très doucement, mais il sort les pires horreurs, les pires mensonges. Et là, il était chez Quotidien, mais on l'a aussi vu dans l'autre TPMP pour Bobo, quelle époque. Et là, il vient dire ceci à propos, il vient faire une comparaison excessivement hâtive à propos de l'Ukraine, de la Russie, d'Israël et de Gaza. Je vous laisse écouter. Israël vit avec Gaza ce que l'Ukraine vit avec la Russie. Ce sont les derniers remparts de ces grandes puissances qui veulent déstabiliser le monde.
Alors, ce qui est d'autant plus extraordinaire, d'abord que c'est fait sans contradiction, mais ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que l'infirmière Iman, qui avait été arrêtée, emprisonnée, qui est revenue, qui aurait pu témoigner largement de ce qu'elle a vécu sur place, puisqu'elle était sur place pour le coup, a été, selon son entourage et selon elle directement, puisque j'ai réussi à lui faire passer le message pour avoir confirmation, elle a été décommandée par SMS par la même émission Quotidien en tout début d'année, c'est-à-dire qu'elle devait passer, je crois, à 18h ou 19h, je ne sais plus exactement l'heure, mais elle a été décommandée à 16h, alors qu'elle avait tout organisé pour y aller, par Quotidien, sans autre raison et sans autre justification. Donc on banne une infirmière qui était présente sur place et on fait venir le roi Arthur pour venir raconter ses salades, à savoir que, à ma connaissance, Gaza n'a pas l'arme atomique, Gaza n'a pas la puissance économique de la Russie, Gaza n'est pas l'envahisseur, donc cette comparaison est complètement déplacée, voire scandaleuse tout simplement. Et on quitte Arthur pour en arriver à Rachel Kahn. Oui, la lente et progressive descente aux enfers de Rachel Kahn se poursuit également, puisqu'elle va apporter, avec cette photo qu'on va voir à l'écran, son soutien à l'armée génocidaire, et elle va être fière de l'être. Alors, grâce à un t-shirt que de nombreux extrémistes pro-Likoud, notamment arborent, pro-armée génocidaire arborent, et elle va en faire un espèce de porte-étendard. Dernière soirée en Israël, si Air France le veut bien, ce t-shirt de Tsahal, donc Tsahal, c'est vraiment le terme pour le coup classique d'empathie avec l'armée israélienne, me remplit de fierté et d'admiration pour ces jeunes qui défendent avec courage et détermination ce petit pays au cœur du tumulte. Le tumulte, c'est les pays arabes, soyons clairs et nets et précis là-dessus. Chaque jour, ils protègent non seulement leurs terres, mais aussi des valeurs de liberté, d'espoir et des démocraties. Bravo à ces petits qui se battent pour leur futur et pour notre Europe, tout ça avec plein de hashtags et de forces et de drapeaux israéliens, français et européens. Donc elle ne se cache même plus, et c'est toujours les faits un peu comme ça. C'est-à-dire que plus on avance, plus l'image se dégrade d'Israël, et plus on retrouve des Rachel Kahn pour les défendre corps et âme de manière complètement quasi suicidaire. Aujourd'hui, comme souvent, on en revient à Caroline Fourest. Qu'est-ce qu'elle a encore fait, Caroline ? Alors, elle était donc invitée. Alors, c'était un plateau absolument lunaire, puisqu'il y avait à la fois Arthur, il y avait à la fois Caroline Fourest. Enfin, il y avait c'était incroyable, tout l'entre-soi dans quelle époque de samedi dernier. Et là, Caroline Fourest, elle va donner son point de vue. Bon, entre autres amabilités sur ses camarades de jeu. Elle va donner son point de vue sur les réseaux sociaux, dont elle use et elle abuse. C'est assez amusant, et avec son camarade notamment Enthoven, pour notamment attaquer, mentir, diffamer vis-à-vis de ses adversaires. Alors, je pense par exemple à ce cher Nicolas Cadenne, rapporteur de l'Observatoire de la laïcité, qui ne me démentira pas, je pense, sur ce point-là. Et là, elle va, en fait, alors c'est l'Observatoire des âneries du Printemps républicain, c'est l'OAPR, c'est sur Twitter, qui suit toutes les affaires du Printemps républicain et qui dit souvent que, preuve à l'appui, bien évidemment, sinon ça n'a pas de sens, que, en fait, très souvent, le Printemps républicain accuse les autres de ses propres tares. Et là, c'est exactement ce qui va se passer. Je vous laisse écouter. Mais l'esprit de meute a aussi changé de camp, et avec les réseaux sociaux aujourd'hui, on peut détruire des réputations. Flavie Flament, par exemple, elle a dit on ne peut pas mettre tout sur le même niveau, on ne peut pas balancer un nom en place publique juste pour, comme dans le cas de Balance ton porc une fois, un propos graveleux de soirée parce que le mec était bourré dont il s'est excusé le lendemain. On peut brûler sa vie, on peut lui faire perdre son boulot, c'est ce qui est arrivé à Éric Brion. Et on continue avec ce que tu appelles le TPMP Bobo. Oui, pour eux et le quotidien, ça fait quand même de grosses émissions. On avait évoqué la semaine dernière Laurence, cette courageuse auditrice de France Inter qui avait pris la parole et qui avec beaucoup d'émotion, avait contrarié Caroline Fourest, qui l'avait pris de très très haut et qui l'avait méprisé avec une force extraordinaire. Ben là, elle fait, comme tu dirais, cher Théo, le match retour sur le plateau de Quelle époque, et elle va s'acotiner avec Flavie Flament, qui va lui donner raison sur le fait que cette auditrice n'est pas saine d'esprit. Je vous laisse regarder ce petit montage signé de notre toujours fidèle et formidable Maude Estangal. On ne peut pas discuter, vous et moi, alors? On ne peut pas discuter? C'est ce que je suis en train de faire, là, Madame Fourest. Voilà. Je ne discute pas. Vous dites que ce moment, effectivement, face à l'auditrice qui était... je sais que vous êtes sortie, vous étiez mal de l'interview, mais ça n'était pas un échange. Caroline invitait à une réflexion
Et vous aviez en face de vous une femme qui était dans la passion, parce que ce sont des douleurs qui aveuglent malheureusement. C'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec vous que je ne discute pas. C'est vachement violent, Mourad. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on parle d'une personne, d'une Française comme tous les autres, d'une Française lambda, entre guillemets, sans remettre en cause la pertinence de son propos. Et en fait, une grosse émission du samedi soir, finalement, fait son procès parce qu'elle a commis le crime de lèse-majesté de ne pas être d'accord sur France Inter avec Caroline Forest. Avec l'impossibilité chronique, elle ne fait pas partie du sérail, avec l'impossibilité chronique de pouvoir répondre. Donc elle n'était pas là, elle n'était pas présente. À la limite, ils auraient pu la rappeler, puisqu'ils ont son numéro via France Inter. Ils auraient pu la rappeler, zéro. Il la pilonne en la faisant passer pour une débile fanatisée, parce qu'il y a aussi eu le terme de fanatisée qui a été employé par Caroline Forest à propos d'elle, sans la connaître. Elle ne connaît pas cette fameuse Laurence. Donc on salue Laurence très chaleureusement, parce que c'est pas normal de subir un tel assaut de la part d'éditocrates qui sont illégitimes, notamment sur ces questions. On poursuit avec Éric Revel. Qui est Éric Revel, Mourad ? C'est un éditocrate multicarte. On le retrouve on le retrouve ici dans un certain nombre de titres. Il a signé dans pas mal de journaux de presse écrite, et puis pour donner son avis surtout, et n'importe quoi. Et donc on le retrouve dans le même exercice sur les plateaux télé. Et là, il va parler de la fraude sociale, la fraude à la carte vitale, et il va faire un parallèle. Devinez avec quoi ? Oui, et en même temps, on nous explique qu'on veut augmenter les impôts en France, augmenter les impôts pour des gens qui arnaquent comme ça. Mais quelle honte! Je pense la même chose que vous, Jean-Marc. Je disais, peut-être que Michel Barnier, entre deux réceptions de leaders de l'opposition ou des partis politiques, regarde ces news et il doit se dire, mais il y a des pistes d'économie quand même. Il y a des pistes d'économie à faire. Vous savez, alors, c'est pas le premier cas, c'est pas le dernier cas. Je sais pas si ça représente des dizaines ou des centaines de millions d'euros. Mais encore une fois, ça rejoint la problématique de Caroline. Pourquoi ? Parce que les gens qui payent des impôts, les gens qui font tout pour être des bons citoyens, mais quand ils voient ça, vous voyez, si on voulait rabibocher une partie des Français avec la classe politique, mais il faudrait des mesures très fortes, notamment sur ce genre de vol. C'est du vol, c'est du vol. Et puis je vais me permettre un tout petit trait d'humour, si vous me le permettez, Jean-Marc. Si vous êtes drôle, oui. Non, c'est pas drôle parce que le sujet est dramatique. C'est-à-dire, quand on voit la technologie israélienne qui fait un acte de guerre en piratant et en faisant exploser des beepers et des talkie-walkie, nous, on n'est pas capable de contrôler en France nos cartes vitales, les prestations sociales à qui on les verse. Mais vous savez quelle est la réalité, Eric, c'est qu'on ne veut pas. On ne veut pas. On pourrait les contrôler, les cartes vitales, bien évidemment. On sait qu'il y a plusieurs millions de plus de cartes vitales en circulation que de Français. Donc réussir à partir. Alors je précise pour une question d'honnêteté que juste avant cette séquence, un intervenant a parlé de l'évasion fiscale. Je le précise. C'était pas il n'y a pas eu que sur la fraude sociale dans cette émission. Enfin, on voit bien au ton de Morandini comment penche le plateau. Et là, réussir à aller glorifier ce qui s'est passé en Israël, ce qui s'est passé de la part des services secrets israéliens pour venir flinguer, au Liban, absolument, pour venir flinguer le fonctionnement du système social et du système sanitaire français, je trouve ça un petit peu grossier et ça montre quelques obsessions dans la tête de ces gens-là. Et justement, il y a des images qui ont tourné de Gérald Darmon, et on s'est dit, Mourad nous en parlera au prochain œil de Moumou, et ça n'a pas manqué. Oui, parce que c'est dans ces images qui ne datent pas d'hier. Mais enfin, on savait déjà quand Gérald Darmon s'est pointé en Israël pour faire un spectacle et intervenir, surtout participer à un spectacle et intervenir pour glorifier l'armée israélienne, l'armée génocidaire israélienne. Il a pris une position, ça le regarde. Mais si on critique cette position, devinez dans quelle case on est rangé. Et quand vous dites les réactions sur mes réseaux sociaux, on me reproche quoi en définitive ? Qu'est-ce qu'on me reproche quand on m'insulte, fils de pute et tout ça ? On aura ta peau, on va te boycotter, t'es une merde, la mort de ta mère et tout. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait quoi ? On fait un acte antisémite. C'est parce que je suis juif, c'est tout. Parce que le reste, ils peuvent chercher, ils peuvent fouiller dans tous les dossiers qu'il y a sur moi, s'il y en a. Jamais je n'ai dit quoi que ce soit contre les musulmans, contre les Palestiniens. Je parle bien des Palestiniens, du peuple palestinien. Voilà, alors ça me rappelle un livre de Pascal Boniface qui était frappé d'un tampon rouge antisémite. Voilà, c'est toujours et encore l'extincteur du débat public. Ça devient vraiment gonflant parce que, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises dans cette chronique, ça vient réellement alimenter le véritable antisémitisme. Et là, on rigole plus. Alors, parions qu'elle t'avait manqué.
La Queen. Ma Queen, Ruth Elkrief. Alors là, elle semble sortie d'un espèce de banquet des éditocrates associés, un peu arrosé. Et dès qu'elle va entendre le nom de Mélenchon, son obsession avec sa copine Nathalie Saint-Cric, elle va se mettre à avoir un espèce de rire. Alors je ne sais pas si c'est un rire sincère ou un rire nerveux, mais en tout cas, elle va avoir un rire totalement déplacé de la part d'une journaliste en plateau, alors qu'en face d'elle, vous allez voir qu'il y a quand même quelques arguments solides. Il y a une réforme de l'enseignement professionnel qui est en cours. Alors, je ne sais pas si elle a été gelée ou interrompue avec la dissolution, mais le lycée professionnel... Le nombre de ministres de l'Éducation qu'il y a eu sur un laps de temps aussi court, on ne sait plus quelles réformes sont encore en cours et quelles réformes... Mais il faut rendre à César ce qui est à César. Jean-Luc Mélenchon a été ministre pendant 2 ans. Et il est le seul... avec Lionel Jospin. Il est le seul à avoir défendu... Il a tout oublié, parce que maintenant il est contre l'apprentissage, il est contre tout. Des enseignements d'excellence pour les métiers techniques. Non mais... je tiens à le dire, c'est le seul qui voulait une espèce de polytechnique des métiers, des formations professionnelles, et il avait raison. C'est vraiment très, très étonnant qu'il n'y ait pas de recadrage de ces gens-là. Ils sont en roue libre. Il n'y a pas de se dire à un moment donné, après l'émission, bon, peut-être qu'il faudrait que tu te calmes un peu sur Mélenchon, sur LFI, peut-être te calmer un peu sur Israël. Non, elle va pouvoir continuer comme ça, je pense, jusqu'à la retraite, si tant est qu'elle ait un jour une retraite. J'espère que ce ne sera pas la jurisprudence du Hamel, mais ça devient vraiment problématique. Et je comprends... Alain Duhamel. Oui, Alain, bien sûr. Pas Benjamin, il a encore... Non, mais Benjamin, malheureusement, on l'a pour quelques temps. Mais quelques décennies. Quelques décennies, ouais. Mais voilà, je comprends que de plus en plus, et ça se voit, c'est pas un avis que j'émets, ça se voit dans les commentaires que vous nous laissez, les très nombreux commentaires que vous nous laissez, que de plus en plus de gens quittent la télévision, ne regardent plus la télévision et se penchent vers ce qu'ils appellent eux-mêmes des médias alternatifs, en l'occurrence ceux qui étaient présents sur le village des indépendants à la fête de l'UMA. Si vous tenez à regarder la télévision, allez sur le canal 165 de la Freebox et regardez le média. Alors on continue avec la rubrique Au microscope. Et nous avons un nouveau gouvernement, Mourad, et il y a eu les passations de pouvoir ces derniers jours, des passations de pouvoir que tu as observées, et notamment la manière dont ces passations de pouvoir rebondissaient dans l'actualité, dans le paysage audiovisuel français. Alors j'ai fait un choix. Donc la plupart des médias ont diffusé les passations de pouvoir en direct. Et puis il y a eu les débats en plateau. Alors j'ai fait un choix, c'est de ne pas vous asséner ou de vous balancer les discussions en plateau parce que ça n'a que peu d'intérêt, si ce n'est de confirmer que c'est un gouvernement de droite. Chacun donne son point de vue. Ça n'a pas grand intérêt. Mais j'ai trouvé intéressant les personnalités qui ont été invitées. Au premier rang desquelles, Violette Spilbou. Donc Violette Spilbou est une femme politique proche du pouvoir, qui brigue la mairie de Lille, et donc qui veut dézinguer Martine Aubry au prochain coup, sachant que Martine Aubry, a priori, ne se représente pas. Donc elle a une vision, une volonté de carrière. Et elle était pressentie, dit-on, pour être ministre de l'Éducation nationale. Elle a été convoquée par Barnier. Et puis, quelques heures après, le lendemain, elle a été éconduite. Et donc, c'est pas elle qui a eu le poste. Mais elle va réussir à faire le tour des plateaux télé, le tour, je dis bien, à la Forest, pour dire qu'elle est heureuse d'avoir été écartée. Et elle va surtout s'inventer une espèce d'ennemi qui aurait manipulé les esprits pour qu'elle ne soit pas ministre. Je vous laisse écouter. Vous avez failli être derrière cette porte ce matin, Violette Spilbou, et vous avez fait quelque chose qu'on a rarement vu, peut-être même jamais vu. Enfin, je me tourne vers mes camarades qui suivent la politique depuis plus longtemps que moi. Vous avez tweeté ce week-end en expliquant que c'est un grand honneur d'avoir été pressenti pour devenir ministre de l'Éducation nationale. Cela montre que mes actions pour l'éducation, la culture, les médias, la lutte contre la désinformation, etc. peuvent être utiles à notre avenir collectif. Pourquoi avoir fait ce tweet-là ? Alors d'abord, je n'ai pas été la première à communiquer. Je n'ai pas communiqué du tout pendant tout l'emballement médiatique autour de cette information. Violette Spilbou est pressentie. Et donc, il m'a semblé nécessaire, après la nomination du gouvernement, de clôturer cette séquence, de remercier aussi tous ceux qui se sont portés vers moi pour m'aider, les proviseurs de lycée, les associations de parents d'élèves, les collègues. Pourquoi c'est pas vous et pourquoi c'est Anne Genetet, alors qu'on recevait d'ailleurs vendredi matin à cette même place et qui avait dit pique-pendre vendredi matin contre les Républicains. D'ailleurs, visiblement, ça lui a porté bonheur. Alors, moi, j'ai été très honorée et très fière que le Premier ministre m'appelle pour me proposer le poste de ministre de l'Éducation nationale et me demande de me mettre au travail. Okay. Ensuite, il y a eu des vents contraires, très puissants.
On me dit qu'ils viennent du Nord. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des personnes que ça dérange certainement que je prenne de la place sur mon territoire. Peut-être qu'elle a raison, Mourad. Peut-être qu'elle a des ennemis qui sont tapis dans l'ombre et qui l'empêchent, qui veulent lui arracher son destin. Sauf que je suis allé lire jusqu'à La Voix du Nord, qui est le journal lillois de référence, où il y a un long papier qui est consacré à cette affaire et qu'on ne sait pas qui aurait manipulé. Alors, sachant que dans le Nord, il y a la plupart des chefs politiques, des chefs de parti et des cadres des différents partis, on ne sait pas si c'est le RN, par exemple, Sébastien Chenu, ou Martine Aubry. On se demande si c'est Martine Aubry qu'elle fait ça dans un calcul pour la plomber de façon à rebondir aux prochaines municipales. On ne voit pas tellement. Aux municipales +2, parce que les prochaines municipales, elle ne sera pas candidate à sa réélection. Oui, absolument, c'est ce que je dis. Non, mais la plomber maintenant pour pouvoir, elle, rebondir et se montrer comme la candidate idéale. Sauf que, parce qu'elle aura peut-être un dauphin, Martine Aubry. Et donc, du coup, si on tire sur Martine Aubry, on tire sur son dauphin. Mais je vois mal comment, aujourd'hui, Matignon ou l'Élysée pourraient céder sous la pression de Martine Aubry. Ça n'a aucun sens. Donc, on ne sait pas qui c'est. Donc, ça reste une espèce d'incantation et une espèce de victimisation. Et elle va continuer comme ça à faire le tour des plateaux pour se vanter de ne pas avoir été ministre de l'Éducation nationale. Je vous laisse regarder ce dernier extrait. Alors d'un mot, vous auriez pu être là dans une voiture à gyrophare en direction de Matignon pour prendre un petit déjeuner avec Michel Barnier, puisque vous étiez jusqu'à hier soir ministre de l'Éducation nationale, et ça ne s'est pas fait. Écoutez, j'ai été très honorée et fière que le Premier ministre personnellement me propose d'être ministre de l'Éducation nationale. C'est un sujet que je connais bien. Je suis à la commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale depuis 2 ans. Et puis, il y a eu des vents contraires puissants, venus peut-être du Nord, peut-être d'ailleurs, qui ont fait changer d'avis. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu que vous entriez dans ce gouvernement. Vous savez, quand on est une femme politique, qu'on veut prendre de la place sur son territoire, moi c'est l'île, mon territoire, c'est le Nord, eh bien oui, effectivement, parfois, il y a des vents contraires. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que ce gouvernement soit formé, et ce qui m'intéresse, c'est de continuer le travail que je fais au service de la culture, de l'éducation, de la cohésion nationale, aux côtés de ce gouvernement. Et toujours parmi ces personnes qui ne sont pas, alors, dans le cas qui nous regarde, des personnes qui ne sont plus ministres, j'appelle à la barre Prisca Thévenot et Gérald Darmanin. Oui, alors Prisca et Moussa, on va les appeler comme ça, ils se sont d'un coup, parce qu'ils sont plus ministres, ils sont plus secrétaires d'État, ils sont plus porte-parole, ils sont plus rien, ils vont se mettre d'un coup à réaliser qu'en France, il y a peut-être un problème avec une forme de racisme abouti, ce qu'on appelle le fameux racisme systémique, et notamment au sein de la police. Coucou Moussa. Moussa Darmanin a toujours défendu la police, donc il a rappelé son prénom pour dire que si c'était appelé Moussa, il n'aurait jamais été ministre, ce qui n'a absolument aucun sens, puisqu'on peut avoir une liste assez exhaustive de ministres, de députés qui ont des noms à consonance étrangère ou maghrébine ou ce que vous voulez. Donc c'est très, très surprenant d'attendre la fin d'un mandat pour découvrir qu'il existerait du racisme en France, notamment de la part de Darmanin, qui a été le porteur de la loi immigration, et je ne saisis pas le sens de leurs propos, si ce n'est peut-être de vouloir faire un espèce de coming out ou de mea culpa, quelque chose d'un peu freudien, mais je trouve ça totalement déplacé. C'était au moment, évidemment, où ils étaient au pouvoir, aux manettes, qu'ils auraient dû, si tant est que ça a eu une influence, qu'ils auraient dû dénoncer ça, comme disait un célèbre ancien ministre, soit tu démissionnes, soit tu fermes ta gueule, mais tu fais pas les deux dans l'ordre que je viens de citer. Je m'appelle Prisca Thévenot, ça je pense que vous le savez largement, mais je m'appelle aussi Prisca Balasso-Brahmanen. Je suis la fille de 2 immigrés qui m'ont appris l'amour de la France, le respect de notre République et le choix du silence face aux polémiques. Ils sont démissionnés et puis ils ouvrent leur gueule. Oui, mais c'est trop facile. Et donc, il y a Gérald Darmanin, il y a Prisca Thévenot. Il y a également une ministre qui s'appelle Anne Genetet. Alors, c'est la fameuse ministre de l'Éducation nationale qui donc a volé la place à Violette. Et on a l'impression qu'alors, vous savez, les ministres, ils aiment bien écrire des bouquins, notamment Bruno Le Maire. Avant, c'était Marlène Schiappa. Voilà, des bouquins un peu coquins, écrits avec le pied gauche. Mais enfin, voilà. Et ils prennent beaucoup de temps sur leur mandat pour ça. Enfin, sur leur ministère pour ça. Et donc, peut-être que je me demande si Anne Genetet ne souhaite pas écrire un livre de coach de vie. Je vous laisse écouter son propos. Car oui, l'école doit être
le lieu de tous les bonheurs. Le bonheur d'apprendre, celui de transmettre, celui de forger des amitiés, de prendre confiance en soi, de rêver à un futur dont chaque élève serait le principal artisan. Le bonheur de la liberté, enfin. Sur cette route du bonheur de l'école, les défis sont nombreux. Beaucoup a été fait, mais j'ai bien conscience que beaucoup reste à faire. Et je m'engage à porter cette ambition avec détermination et bienveillance. Et pour finir, tu veux faire un top, dans le cas de ce microscope, à Serge Faubert, de pure politique. Oui, parce que je vous ai dit que je ne voulais pas m'apesantir sur les analystes de plateau télé, sauf que celui-ci, Serge Faubert, pour le coup, a fait le job et je trouve qu'il a dit les mots, notamment concernant Retailleau. Ça aurait pu être dans les tops d'ailleurs, mais bon, comme c'était le sujet, je vous laisse l'écouter. On en redit un mot juste après. Je ne sais pas si M. Migaud fera sienne les analyses de M. Retailleau, notamment lors des émeutes concernant le meurtre du jeune Naël à Nanterre, où il parlait de régression ethnique des jeunes émeutiers sur 2 voire 3 générations. Je pense que quand on est capable de proférer, quand on est un responsable politique, qu'on prétend être républicain, et qu'on est capable de proférer de telles énormités, ça devient un handicap lorsqu'on devient ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va expliquer parce que des émeutes, il y en aura forcément. Il y en a eu et il y en aura encore d'autres. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous expliquer que c'est un phénomène ethnique, de régression ethnique? Ça s'appelle du racisme, pardon de le dire. Il faut mettre les mots sur les choses. Donc là, il y a un problème idéologique. Et c'est ça qui inquiète dans la personne de M. Retailleau. C'est pas qu'ils mettent les délinquants en prison, ça, tous les Français sont pour. Il ne s'agit pas de permettre à la délinquance de s'exprimer sans réserve. Mais en revanche, lorsqu'on a sorti ça d'un jugement parascientifique, pseudo-scientifique et qui est raciste, là, il y a un vrai problème de fond. Alors beaucoup d'internautes, beaucoup d'observateurs en fait ont estimé que s'il y avait eu un Jordan Bardella, alors je vous invite à aller voir l'intervention de, si vous avez le courage, de Retailleau au moment de sa prise de fonction, que s'il y avait eu un Bardella ou un autre cadre du RN comme ministre de l'Intérieur, on n'aurait pas eu de différence en fait de discours. Ce discours peut s'adapter très facilement à l'extrême droite et donc ça pose la question effectivement de savoir si on a affaire à quelque chose de raciste, à des propos racistes ou pas, c'est ce que pense Serge Faubert et je ne suis pas très loin de partager son point de vue. Et on en arrive à ton coup de cœur. Oui, alors c'est un double coup de cœur. Je vous avais déjà parlé ici des éditions Eliott, qui sont pas très loin d'ici, qui est une maison d'édition montreuilloise et qui sortent. Alors ils ont une rentrée littéraire extrêmement riche et ils sortent notamment 2 livres que je voulais vous présenter. Alors il y en a un qui colle tout à fait à cette rubrique puisque ça s'appelle Contre la culture du clash, débat d'idées et démocratie. C'est signé Antoine Vuille et effectivement on a une époque où on en vient même jusqu'à titrer des émissions punchline comme si c'était le cœur, l'essence même du débat politique, du débat en politique. Et là, effectivement, il y a alors je vous lis un extrait de la 4 de coupe, mais cet ouvrage propose de remettre l'argumentation au centre des débats d'idées. Si le désaccord persiste, il y a fort à parier que chaque camp dispose de quelques raisons en sa faveur. Ce qui signifie, en fait, que on a une tendance, et c'est une tendance qui n'est pas forcément uniquement de droite, je dis pas ça, c'est vraiment dans tous les camps, de sortir la punchline, la petite phrase, de réduire la pensée de l'autre pour l'amoindrir. C'est un peu ce qui rejoint d'ailleurs la question de l'antisémitisme, de taxer d'antisémite quelqu'un alors qu'il ne l'est pas, ça équivaut à la même chose. Et effectivement, dans le débat, on observe particulièrement ici, puisqu'on voit beaucoup d'extraits d'émissions, on observe que la culture du clash doit être freinée, pour pas dire enrayée. Donc c'est aux éditions Eliott, Contre la culture du clash, débat d'idées et démocratie. C'est signé Antoine Vuille et c'est dans la collection La part des choses. Alors dans la même édition, Eliott, et d'ailleurs dans la même collection La part des choses, John Elster, donc c'est un livre qui est évidemment traduit, qui est un vrai philosophe pour le coup, nous offre un essai sur Karl Marx avec la question essentielle et centrale de savoir si Karl Marx est toujours d'actualité. C'est une question qu'on pose de manière assez récurrente, mais je trouve d'abord je trouve que la pensée de Karl Marx ne s'estompe pas, ne vieillit pas, et surtout elle s'adapte à la réalité politique et à la réalité économique, sachant
sachant que les questions d'exploitation des gens qui sont séparés en deux catégories, à savoir ceux qui vivent de leur travail, si tant est qu'ils travaillent, mais ceux qui vivent de leur travail et ceux qui vivent du travail des autres, est toujours une réalité dans le monde occidental. Et je trouve que, pour le coup, John Elster fait le job. Donc c'est Karl Marx aux éditions Eliott, c'est signé John Elster et c'est traduit de l'anglais, par Denis Patritti, que je remercie pour son travail assez phénoménal. On passe à tes remerciements ? Oui, on passe aux remerciements. Alors, j'avais écorché la semaine dernière un prénom et je tiens à m'en excuser. Donc, c'était un remerciement à Mona et Claire. C'était mon correcteur qui m'avait fait une blague. Mona et Claire, que j'avais croisé à Nation pour une manifestation et à la fête de l'UMA, ce qui est quand même assez marrant quand on connaît les distances. Juliette de Rennes, Raoul de Bruxelles, Tom et Laurence qui habitent en Dordogne, Isabelle de Brest, Stéphanie de Gennevilliers, Romain de Rennes qui fait partie de l'Union Pirate, Leïla de Bruxelles, Lou de Saint-Gilles de la Réunion, c'est quand même assez extraordinaire, quand même, on écoutait d'assez loin, sur le canal 165, je rappelle. Johanna de Clermont, il y a également Marwan de Lyon, Stéphane de l'Essonne, Barbara et Alex de Charente, Aziz de Bayonne, Vinvin de Charente, Zaya de Belfort, c'est pas la même, c'est une autre Zaya, Jonathan de Seine-et-Marne, Rabat de Menton, Manu de Toulouse, Pauline et Jessica du 93, et Edine de Montreuil, qui est un photographe, cinéaste, qui est une figure montreuilloise. Quand vous êtes avec lui, en fait, tout le monde le salue toutes les 30 secondes. C'est un personnage assez extraordinaire. Et je reviens juste sur les Tamalous. J'avais cité un groupe qui s'appelait les Tamalous. J'avais dit que c'était un groupe de personnes âgées, Tamalou. Et en fait, ce n'est pas des personnes âgées. J'ai été corrigé. Ce sont des personnes vintage, ce qui fait évidemment toute la différence. Absolument. Merci Mourad. Merci à vous. Et merci à vous d'avoir regardé l'œil de Moumou sur le média, sur le canal 165 de la Freebox, sur YouTube ou sur notre site internet. Le média, on vous le rappelle, ne vit que des abonnements de soutien et des dons de celles et ceux qui le regardent et qui l'aiment comme vous. Allez donc sur lemediatv.fr/soutien, abonnez-vous, faites-nous des dons, rentrez dans la communauté des soutiens du média, donnez-vous de la force, donnez-nous de la force.